Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler endurance automobile. On va revenir sur la course de Sebring en WEC avec du retard, une semaine de retard. C'était vendredi dernier, cette course du côté de Sebring aux États-Unis. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les différentes catégories, que ce soit pour les hypercars, pour les LMP2 et pour les GTEAM. On va voir GTEAM, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette première manche du championnat du monde d'endurance 2023, l'heure du renouveau de l'endurance à partir de cette année avec beaucoup de voitures au départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans les différentes catégories si vous avez regardé la course. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous avez des vidéos sur la moto, la F1, le cyclisme principalement. N'hésitez pas également à mettre un super 5, ça c'est si vous avez les moyens. Ça permet de soutenir la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur Spotify. TikTok également, pour du contenu rapide à l'arrivée des courses ou après une séance de qualification, une séance d'essai libre. Voilà, quand on n'a pas le temps, un petit TikTok. Voilà, de débrief rapidos. Eh bien, on commence tout de suite avec cette vidéo du côté de Sebring, donc première manche du championnat du monde. Sebring, un circuit très bosselé, pas facile, avec des conditions de sécurité qui pour moi sont d'un autre temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Sebring, on est resté bloqué dans les années 90 au niveau de la sécurité, ce qui est un petit peu problématique je trouve, notamment sur le crash de Perez Compound, des murs de pneus à cet endroit-là de la piste. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux en termes de sécurité, avec des accotements qui sont c'est du gazon mélangé à de la terre. Enfin voilà, on a l'impression que c'est un circuit qui est resté bloqué en 85. Et ça, c'est un petit peu un problème. Du côté de Sebring, eh bien, en hypercar, alors c'est le renouveau de l'hypercar. Pourquoi? Parce que vous avez l'arrivée de Ferrari, l'arrivée de Porsche, l'arrivée également de Cadillac, la présence de Peugeot. Van Wall également qui arrive. Donc voilà, énormément de voitures au départ. Toyota n'a pas fait la pole position. Par contre, le rythme de course de Toyota était vraiment excellent. Avec la voiture de Conway Kobayashi Lopez qui s'impose devant celle de Buemi Hartley Hirakawa, avec un Buemi qui n'était pas très content d'être, on va dire, presque obligé de rester deuxième, de ne pas pouvoir produire le rythme qu'il souhaitait. Sébastien Buemi, voilà, il a beaucoup de fois parlé dans la voiture, un peu crié dans la voiture. Donc derrière Conway Kobayashi Lopez. Bon, là il n'y a que 2 secondes sur le classement, vous voyez l'écart à l'arrivée. En réalité, le classement à l'arrivée, c'était plutôt de l'ordre de... je me change de côté. C'était plutôt de l'ordre de 10 secondes pardon, pendant cette course. C'était un peu plus ça. Ensuite, donc Kobayashi, la Ferrari donc, qui a fait la pole position. Très bon premier week-end chez Ferrari avec Fauco, Molina, Nielsen. Peu de problèmes de fiabilité déjà, ils ont vécu un week-end plutôt tranquille, un très bon rythme en qualif, alors un peu moins en course. C'est là-dessous ils vont devoir retravailler, mais il y a une très bonne base sur cette Ferrari qui marche bien. On rappelle que c'est une partie de l'équipe en fait Formule 1 qui est dédiée à Ferrari AF Corse désormais, parce qu'en fait on pouvait plus les garder du côté de la Formule 1. Alors certains sont partis chez As et puis il y a une partie qui est partie sur ce programme endurance avec une voiture qui marchait vraiment bien du côté de la Ferrari. Donc pas vraiment de surprise. Voilà, Ferrari après la pole position était surprise, mais après derrière ils ont vraiment fait une course intéressante. Dommage les pénalités chez Ferrari pour les full course yellow qui n'ont pas été correctement respectées. Donc ça c'est dommage du côté de Ferrari, mais vous voyez sur le rythme de course on était assez proche quand même du rythme de la Toyota. Une 48 483 comme meilleur tour en course pour la Ferrari en 3e position. La Ferrari numéro 50 compte une 48 362 pour la Toyota numéro 7. Donc c'est très proche entre ces deux voitures en termes de chrono, donc c'était plutôt très intéressant. Derrière la Cadillac, avec Earl Bamber, Lynn et Westbrook. Cadillac, on savait qu'ils allaient être là, parce que je rappelle que cette voiture est un dérivé des DPI, qui était en ALMS depuis quelques années. C'est une DPI plus, on va dire, cette Cadillac.
Donc ils étaient déjà performants des pays, ils ont de l'expérience en endurance, hein. Contrairement à d'autres équipes, ils ont énormément roulé en LMS, ils sont toujours en American Le Mans Series également avec cette même voiture, ils en ont deux par contre en American Le Mans Series, et là Cadillac, on est presque un peu déçus parce que c'est vrai qu'ils étaient parfois un peu loin même de la Ferrari. En fin de course, ils sont un peu revenus, mais c'est vrai qu'en termes de rythme, c'était en dessous du rythme qu'était capable de faire la Ferrari. Alors sur la fin de course, vraiment sur la dernière heure, il y a eu un beau duel entre la Cadillac et la Ferrari, entre Lynn, je crois que c'était Foucault qui était dans l'autre, dans la Ferrari, mais grosso modo, l'écart est resté assez stable pendant cette dernière heure de course entre les deux voitures. Donc c'est un truc qu'il faudra travailler un petit peu. Du côté de Ferrari, du côté de Cadillac, pardon, c'est d'avoir un peu plus de performance. C'est vrai que jusqu'à maintenant, la Cadillac a eu tendance à avoir du mal en termes de rythme. 5e et 6e Porsche, avec le Penske Motorsport. Je rappelle que la voiture de Jota n'est pas encore prête. Elle sera prête notamment aux 24 heures du Mans, où il y aura une Porsche, on va dire, privée. Du côté de Porsche, manque de rythme, surtout la voiture était pas facile à piloter. À Sebring, la voiture était assez instable, assez brutale. Cette Porsche, vraiment, on sentait que les pilotes se battaient avec la voiture, donc forcément ça n'a pas aidé. Avec la voiture de Cameron, Christensen, Maciovecchi, Est, Lauterer, Vanthoor. Les Français qui ont plutôt fait une belle performance, que ce soit Maciovecchi et Kevin Estre. Kevin Estre était très rapide dans la deuxième voiture, mais on sent que cette voiture, elle n'est pas encore totalement déverminée. Il y a encore pas mal de boulot pour la rendre plus facile. Là, vraiment, c'est une voiture qui était très difficile à piloter. Ils se sont vraiment battus pendant 8 heures avec cette voiture. Est-ce qu'elle n'est pas performante quand il y a des bosses ? Ou est-ce que c'est d'autres difficultés qui ont fait que cette voiture a souffert ? Mais vraiment, c'était compliqué pour Porsche. Compliqué un peu moins que pour Peugeot, vous verrez ça après. Mais pour Porsche, ça n'a pas été facile. Avec la 5e et la 6e place. Mais on est quand même à 2 tours des Cadillac et des Ferrari. Et surtout à 2 tours de la Cadillac. On est sur les mêmes types de voitures que Cadillac. Donc ça, c'est un petit peu gênant quand même. Ferrari, la deuxième Ferrari, celle de Perguidi, Calado et Giovinazzi, elle est 7e. Quelques problèmes sur cette voiture. Mais là encore, du côté de chez Ferrari, le rythme était là. Plus en qualif qu'en course. Encore en course, il y a peut-être un petit travail à faire, mais la Ferrari est bien née. Et c'est un adversaire qui va être déjà très performant. 8e. La Vanwall de Dillman, Guerrieri, Villeneuve. Elle était au milieu des LMP2 pendant la course. Villeneuve, tu sens qu'il manque de rythme quand même, Jacques Villeneuve, parce que c'était le plus lent des trois. Pas trop de zigzag de la part de Jacques Villeneuve, à part une ou deux fois. Je me disais, il va peut-être faire un zigzag et tout le monde a sous de sa gueule, ça allait, ça allait. Voilà. Il y a eu quelques dépassements où il est allé à l'épaule, on va dire, mais sinon ça allait. Non, après, c'est une grosse LMP2, tu sens que ça manque de rythme, très clairement. Une 50-788, je crois que c'est un temps qui a été réalisé par Dillman et Jacques Villeneuve était plutôt en 1,53 sur son meilleur tour. Et surtout, elle manque de rythme, cette voiture, c'est une grosse LMP2, donc elle n'était pas très performante. Et puis la Bérésina, c'est pour Peugeot. Donc 9 et 10, Peugeot dans cette catégorie qui n'a jamais été dans le coup. La voiture de Duval, Menezes, Muller, des gros soucis de boîte de vitesse au départ, donc il n'y a pas la fiabilité. Et puis, donc ça c'est déjà un problème, et puis surtout il n'y avait pas de rythme. Alors le problème de la Peugeot, c'est que je rappelle, c'est une voiture qui n'a pas d'aileron arrière, c'est-à-dire que l'adhérence se fait grâce à l'effet de sol. Sauf que si l'effet de sol ne fonctionne pas, parce que à Sebring vous êtes obligé de rouler haut, parce que vous avez énormément de bosses, le circuit, et c'est Paris-Roubaix, quasiment le circuit de Sebring, ce qui fait que vous êtes obligé de rouler extrêmement haut, ça doit être 7-8 cm de hauteur de caisse au moins. À ce moment-là, l'effet de sol ne marche plus. Parce que l'effet de sol, il faut que l'air passe sous la voiture et que ça fasse une sorte de tunnel. Vous rajoutez avec ces problèmes de hauteur de caisse du marsouinage, ce qui fait que vous êtes encore obligé de rouler plus haut parce que la voiture a tendance à rebondir, ce qui fait que physiquement c'est très compliqué pour les pilotes. Et on se retrouve à avoir une course catastrophique parce que rien n'a fonctionné. Et puis je pense qu'avec le marsouinage plus les bosses, déjà les bosses à Sebring, ça peut provoquer des problèmes de fiabilité, mais vous rajoutez à ça du marsouinage,
il y a eu des vibrations de partout dans la voiture et je pense que c'était très physique et surtout ça a endommagé des pièces de la voiture, ce qui a peut-être donné les problèmes de boîte de vitesse de la Peugeot numéro 10. Et puis 11e, Glickenhaus. Ils se sont fait ils ont eu des problèmes techniques sur la voiture, ils ont tenté de la redémarrer mais ça n'a jamais fonctionné. C'est dommage pour Romain Dumas, Briscoe plat, parce que les Glickenhaus étaient devant la Vandeval par exemple sur les protos essence. On va appeler cette sous-catégorie comme ça. On passe en LMP2, du côté des LMP2, ça a été une belle bagarre, mais la Hertz Team Iota, donc la voiture de Beckman, y fait, je crois, et Will Stevens. Beckman très performant pour sa première course en endurance, vraiment bien pour David Beckman qui vient de la F3 F2, qui était un pilote qui était très régulier. C'était pas le plus rapide, mais c'était un pilote très fiable sur son année de F3 notamment. Il avait, je crois, connu qu'un seul abandon pendant un seul une ou deux courses sans points. Vraiment, il marquait des points à chaque course. C'était pas le plus rapide, mais il était très fiable. Beckman, donc c'est normal qu'on le retrouve à un moment dans une équipe d'endurance parce qu'on aime les pilotes fiables en endurance. Cette voiture, elle a toujours été avec une petite avance sur ses adversaires. Il y a toujours une petite marge, on va dire, de sécurité sur les voitures les plus rapides, même si à la fin ça s'est joué à pas grand chose avec la voiture de United Autosport, mais elle avait toujours une petite marge de sécurité sur cette voiture. La Hertz Team Iota, on sent que c'est une voiture une équipe qui est en place, qui sait faire. Des pilotes qui sont performants. L'idée était surtout de travailler pour préparer l'arrivée de la Porsche. Donc c'est pas vraiment une surprise de les voir devant. Deuxième, United Autosport, donc avec Lubin, Hanson, Albuquerque. Et Albuquerque toujours là sur la 22. Le pilote est présent depuis des années. Et puis avec des changements, un petit peu de changements. Mais ça marche bien. United Autosport, c'est l'une des grosses équipes du LMP2. Donc ça n'a pas une grande surprise. C'est vraiment une équipe qui sait faire dans cette catégorie, qui a de l'expérience. Troisième, la Prema. Beau trio, la Prema, Dorian Pain, Bortolotti, Kvyat. Dorian Pain, premier podium dès sa première course. On sait qu'elle est très forte en Ferrari Challenge. Dans d'autres catégories, on l'a vu, Dorian Pain. Elle est un peu protégée par Ferrari depuis quelques temps quand même. Elle est surveillée par Ferrari, on va dire ça comme ça, depuis quelques temps. Avec Bortolotti et Kvyat, ça a très bien marché pour Prema, parce que Prema pourrait avoir une Ferrari également privée. C'est dans les tuyaux, on va dire, ça se réfléchit du côté de l'endurance. Et ce trio-là a été performant pendant tout le week-end. Et Dorian Pain, vraiment fiable, et ça fait du bien parce que quand la FIA ne comprend pas que les filles, il faudrait plutôt faire des bourses pour que les filles puissent accéder à la F3, à la F2 ou à la F4 plutôt que de faire un championnat 100% entre filles. Vous voyez, Dorian Pain, elle montre tout son potentiel et il n'y a pas besoin qu'elle soit qu'entre filles. Non, c'est juste qu'elle a été soutenue par Iron Dime qui a énormément aidé pour sa carrière, comme pour Bowie notamment en GTA. Et quand on aide ces filles-là, et il faut les aider de manière financière, et bien forcément derrière, si elles ont du talent, elles le montrent, et c'est le cas de Dorian Pain, qui a montré vraiment tout son talent. Mais déjà l'année dernière en Ferrari Challenge, elle avait enchaîné les pole positions aussi. C'est une pilote qui a une très grosse pointe de vitesse, donc avec Bortolotti et Kvyat. Quatrième, un petit peu la surprise du jour, c'est Inter-Europol Compétition, avec notamment Fabio Scherer et Costa. On a musclé un petit peu cette équipe au niveau des pilotes, et derrière ça reste une équipe qui commence à prendre pas mal d'expérience aussi. Inter-Europol Compétition, ils sont là depuis plusieurs années en WEC, et ça commence à payer pour cette équipe qui prend la 4e place. Derrière, le WRT, jamais vraiment dans le coup, WRT, que ce soit la voiture de Kubica et Deletraz ou la voiture de Sean Gelael et Robin Fringe, ils n'ont jamais vraiment été dans le coup, toujours un petit peu en retrait du côté de cette équipe, comme la Iota numéro 6, notamment avec Fittipaldi et Rasmussen qui finit 6e. L'autre voiture du Prema Racing, donc avec Biscal et Caldarelli, 8e. Et puis pour Alpine, ça a été la même difficulté que pour Peugeot. Le retour en LMP2 a été compliqué pour Alpine avec des problèmes techniques sur la voiture de Negrao. Et puis Mathieu Vaxivière, Canal et Milesi ont pas vraiment été performants sur leur voiture, avec parfois des erreurs
Donc voilà, il faudra corriger le tir du côté de Signature, qui est derrière le programme Alpine, qui est basé à Bourges, qui devra faire mieux du côté de Alpine, parce que c'est vrai que cette première course a été compliquée. Le retour en LMP2 en attendant une P1 du côté de chez Alpine, ça a été compliqué. Vector Sport 10e, et puis la deuxième voiture du United Autosport 12e dans cette catégorie. On termine avec les GTAM. Bon, bah Corvette qui s'impose, c'est pas vraiment une surprise, hein. Corvette, il gagne par contre avec 2 tours d'avance. Bon, comment dire, Corvette, c'est presque un team officiel, hein. C'est le team officiel Corvette Racing qui attend la GT3, grosso modo, pour l'année prochaine. Donc ils ont lancé ce programme-là. Mais bon, quand vous avez Ben Keating, Katzberg dans la voiture, forcément ça va vite. Ce sont des très bons pilotes dans cette catégorie. Et comme derrière, il n'y a pas d'engagement vraiment officiel de Porsche, par exemple, vous n'avez pas une équipe Porsche, Aston Martin n'est pas là, et ça aide un petit peu quand même Corvette, parce que derrière c'est DMC Proton Racing, mais bon, c'est quand même un ton en dessous, avec notamment la voiture de Julien Audler qui est deuxième. Et le Kessel Racing, troisième. Alors surprise, le Kessel Racing qui finit devant les voitures de AF Corset. Donc ça c'est un petit peu la mauvaise surprise, parce que normalement c'est plutôt AF Corset qui devrait être devant la voiture du Kessel Racing. On retrouve ensuite Iron Lynx, GR Racing, Dime. C'est dommage cette voiture avec Bowie, Raël Frey également à Getting, parce que la pole position de la catégorie. Et puis le problème c'est qu'en course elles ont fait quelques erreurs, notamment une sortie de piste pour Bowie qui a coûté le capot arrière. Donc voilà, c'est dommage parce que la voiture allait vite, cette Porsche là était très performante. Ensuite donc on a les Aston, vraiment pas très performante ce week-end, les Aston Martin. Et puis la voiture de Perez Companc et de Lilou Wadou, Lilou Wadou qui n'a pas pu passer un relais. Pourtant il était rapide aussi, Lilou, car Perez Companc il est sorti de piste au bout de 4 tours, il s'est retourné, voilà, il ne pouvait pas repartir lors de cette course. Prochaine manche, comme vous le voyez, ça sera le 16 avril pour les 16 heures de Portimao. On fera le débrief. J'essaierai de faire le débrief un peu plus vite que pour cette course à Sebring. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!